Premièrement, évidemment, moi, je vous remercie aussi. Donc, je remercie la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu universitaire, plus particulièrement Manon et Mélanie. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir présenter aujourd'hui sur ce sujet-là qui me tient à cœur et vous le savez probablement. J'ai aussi vu quelques visages connus, Lydia, Samuel et Kim, donc je vous dis salut. Donc aujourd'hui, ce sur quoi je présente, c'est autour d'un article scientifique qu'on a publié en 2022, donc c'est très récent. Et c'est une collaboration que j'étais très contente d'avoir avec, entre autres, Mme Isabelle Daigneault de l'Université de Montréal, Stéphanie Radichevski, qui est une professionnelle de recherche à la chaire avec moi, et Manon Bergeron, bien sûr, qui est aussi co-auteur de l'étude. Et ce qu'on a voulu faire, c'est voir ou savoir, en fait, si les athlètes universitaires sont plus à risque de vivre de la violence sexuelle que les étudiants, en fait, qui ne sont pas athlètes. Et là, je vais vous dire pourquoi on en est venu à se questionner sur ce sujet-là, mais vous allez comprendre mon cheminement, j'espère, dans les diapositives qui suivent. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à aller voir l'article, il est en open access. Donc, vous avez la référence un petit peu plus bas ici. Sinon, au besoin, vous pouvez me contacter sans problème pour la suite. Je vais juste... Parfait. Super. Donc, pourquoi on en est venu à s'intéresser à cette question-là? Bien, comme tout le monde le sait probablement, le sport, c'est reconnu comme étant un outil de développement positif chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes. Donc, dans plusieurs écrits scientifiques, dans la population générale, c'est une idée qui est très véhiculée également, comme de quoi le fait de faire du sport peut avoir beaucoup de bénéfices chez nos jeunes notamment. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que le sport, ben, ça a des effets positifs sur la santé physique lorsqu'on en pratique et sur aussi la santé mentale. Donc, on a quand même un grand lot d'évidence sur le véhicule positif qu'est le sport. Bon, bien sûr, il faut que ce véhicule-là soit bien fait, soit bien mené. Donc, si par contre, on a de la violence qui se passe dans ces contextes-là, bien, on n'est pas toujours certain qu'on a exactement les résultats dont on devrait s'attendre. Donc, de l'utilisation du sport comme outil de développement. Donc, c'est important pour nous. On n'est pas contre le sport. Ce qu'on veut faire, c'est rendre le sport plus sécuritaire. Donc, à travers des façons différentes de prévenir ces formes de violence-là pour que le sport joue en effet son rôle qui est censé jouer, puis qu'on veut que le sport joue. Donc, un des éléments importants à prendre en considération là-dedans, c'est si le sport peut être un facteur de protection pour plusieurs éléments dans la vie des gens, est-ce qu'il peut aussi jouer le rôle d'un facteur de protection contre la victimisation dans différents contextes? Donc, c'est un peu parti de là aussi, ce questionnement-là. Et dans la littérature scientifique, plus particulièrement sur la violence sexuelle, on a comme un peu deux types de recherches qui émanent. On a certaines recherches qui disent que le sport, en fait, constituerait un facteur de risque ou un contexte à risque pour subir des violences sexuelles, de par les relations de proximité, par exemple, entre athlètes et entraîneurs ou entre vétérans et recrues, de par aussi le pouvoir asymétrique, le pouvoir d'expertise qui est très, très grand accordé aux entraîneurs, par exemple, de par les contextes aussi où on est dans des situations de compétition, d'isolement ou d'être loin de la maison avec des personnes qui sont en situation d'autorité, par exemple. Donc, il y a tout un courant où le sport est vu comme un facteur de risque, peut-être même supplémentaire là, par rapport à d'autres contextes pour vivre des violences sexuelles. Dans un autre temps, on a d'autres études que nous, entre autres, on a fait en 2016, où on a comparé avec un groupe contrôle pour voir s'il y avait des distinctions entre les athlètes et les non-athlètes dans la population en général sur le fait d'avoir vécu de la violence sexuelle et plus particulièrement de l'abus sexuel en enfance. Et on ne trouve pas de différence, mais plus que ça, c'est pas qu'on ne trouve pas de différence, c'est que les athlètes rapportent moins d'abus sexuels au cours de leur vie que les non-athlètes. Donc, le sport peut-être pourrait jouer un rôle de protection. Donc, c'est un peu ça qui est ressorti, qui ressort en fait des études jusqu'à maintenant. Donc, il y a matière quand même à voir où on se situe là-dedans, puis est-ce que le sport peut jouer ce rôle-là ou pas, ou même résiderait davantage dans étant comme un facteur de risque important.
Donc, on est allé voir dans la littérature scientifique et ce qu'on a vu en 2003, Fasting et ses collègues ont émis l'hypothèse de la protection par le sport, ce qu'on appelle le Sport Protection Hypothesis. Et d'après cette hypothèse-là, les athlètes, à travers leurs pratiques sportives, développent de la force, de la confiance en soi, de l'habileté, des adaptabilités physiques. Et ce qui fait en sorte que ça pourrait être un facteur qui vient comme offrir ou conférer une forme de protection contre la violence sexuelle. Pour essayer de voir si cette hypothèse-là tient la route, en 2008, la même auteure, Fasting, qui est Kerry Fasting, elle va tester l'hypothèse en 2008 avec un échantillon d'athlètes universitaires et de non-athlètes. Donc, elle avait les deux parallèles dans son échantillon pour voir si c'est différent entre les athlètes et les non-athlètes pour le vécu de violence sexuelle dans leurs années de high school et de college. Et ce qu'elle a trouvé, c'est que les athlètes rapportaient significativement moins de violences sexuelles que les autres étudiants. Donc, les deux raisons qu'elle a évoquées qui pouvaient expliquer ça, les victimes de violences sexuelles sont peut-être juste moins susceptibles aussi de se joindre à une équipe sportive universitaire, de un, ou de deux, le sport peut-être protège vraiment contre la violence sexuelle. Ensuite, nous, en 2016, on a fait une enquête avec les résultats de PAGE, donc Parcours amoureux des jeunes, qui est dirigée par Martine Hébert. Et là-dedans, on est allé comparer justement la population de jeunes de 14-17 ans à la population athlète de jeunes de 14-17 ans pour voir qu'est-ce qu'ils rapportaient au niveau des abus sexuels vécus au cours de leur vie. Et les athlètes rapportaient également moins d'abus sexuels au cours de leur vie. Donc, ça venait ça aussi un peu, de certaines façons, supporter the Sport Protection Hypothesis. Dans un autre côté, quand on vient qu'à regarder la littérature sur le contexte universitaire par rapport à la violence sexuelle et les athlètes, la presque totalité des études vont porter sur les athlètes comme étant des agresseurs potentiels plutôt que comme étant des victimes potentielles. Donc, la majorité de la littérature qu'on a actuellement porte sur les agresseurs et ce qu'on sait, c'est que ça devient un facteur de risque le fait d'appartenir à une équipe masculine universitaire, au même titre que des gens qui appartiennent à des fraternités, par exemple. Donc, ce sont des groupes qui sont un peu, je dirais, surreprésentés dans ce qu'on entend par les agresseurs ou les auteurs de violences sexuelles en milieu universitaire. Donc, les athlètes masculins d'équipes masculines seraient des agresseurs plus fréquents que la population en général universitaire. Donc, le sport, à quelque part, a des valeurs peut-être qui sont davantage d'hypermasculinité, d'agressivité. Donc, c'est une des explications des auteurs pourquoi ce groupe d'athlètes-là pose plus de gestes de violence sexuelle. Il y a aussi l'effet que quand ils mesurent les Rape Supportive Myths, les athlètes masculins adhèrent beaucoup plus aux mythes entourant la violence sexuelle que les autres types d'étudiants. Donc ça pourrait expliquer pourquoi le risque semble être plus grand pour cette catégorie d'athlètes, une catégorie de personnes qui évoluent à l'université. Donc, ce qu'on peut se poser comme question, si les athlètes masculins sont des auteurs plus fréquents de violences sexuelles et entretiennent des mythes plus importants au niveau des Rape Sportive Myths, à ce moment-là, ceux qui côtoient, qui sont d'autres athlètes, peut-être que ça devient un facteur de risque pour les autres athlètes d'être victimes de ces athlètes masculins-là. Donc, on pouvait se poser aussi cette question-là. Donc, ça nous a amené à la Routine Activity Theory, pour penser un peu pour cette partie de l'hypothèse-là, si ça pouvait soutenir un peu notre hypothèse. Donc, on sait, selon la Routine Activity Theory, que ça prend un auteur qui est motivé, dans ce cas-ci, les athlètes masculins, une cible, donc dans ce cas-ci, les autres athlètes qui évoluent avec eux ou près d'eux, donc les peer athletes, et une absence de capable guardians. Et dans le sport, on a clairement des évidences qui démontrent qu'il y a une grande tolérance des instances sportives envers la violence sexuelle et d'autres formes de violence, bien sûr. Mais ça, c'est clairement établi dans le contexte sportif. Donc, on vient remplir un peu les trois critères. Donc là, ça devenait de dire, est-ce que soit dans un cas, le sport devient un protecteur ou soit dans un cas, il peut même devenir un contexte plus risqué.
de par cette théorie-là, entre autres. Fait que là, ce qu'on s'est dit, bon, allons voir un peu qu'est-ce qu'on a au niveau des athlètes victimes en milieu universitaire. C'est qu'est-ce qu'on sait de la victimisation dans ce contexte-là. Et mon point d'interrogation en dit long. Donc, on a cherché les études scientifiques parues dans les journaux et scientifiques revus par les pairs et on n'a rien trouvé à ce sujet-là depuis qu'on a publié. Il faisait état de la victimisation des athlètes en milieu universitaire. Par contre, on a quand même des études qui ont utilisé en fait des échantillons d'étudiants athlètes universitaires, mais ils ont questionné sur la violence sexuelle vécue au cours de leur vie, donc pas nécessairement en milieu universitaire. Dans ces études-là, ce qu'on voit, c'est qu'entre 21 et 64 des étudiants athlètes rapportent avoir vécu de la violence sexuelle au cours de leur vie, et principalement, cette violence sexuelle-là venait des pairs athlètes. Donc, ça rejoint aussi d'autres résultats qu'on a obtenus aussi sur cette question-là, comme étant les pairs athlètes sont les agresseurs les plus fréquents là, au niveau des diverses formes de violence en contexte sportif. Donc, de façon générale, on sait très peu de choses sur la violence sexuelle vécue par les athlètes en milieu universitaire. Par contre, je peux aussi, vous parler de ce qu'on... Je pense qu'on va devoir muter quelqu'un. C'est bon? OK. Donc, par contre, je vais aussi vous exposer ce qu'on sait par rapport aux facteurs de risque de violence sexuelle dans le sport en général. Donc, ça va peut-être pouvoir nous guider aussi dans l'analyse qui va suivre. Donc, quand on regarde la littérature sur le sport pour la violence sexuelle, voici les facteurs de risque qu'on connaît et je dirais qu'il faut prendre ça en considération. Les recherches sur le sport sont assez jeunes. Donc, on commence à comprendre mieux les facteurs de risque, mais on n'est pas très loin là, dans notre compréhension. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire. On sait de façon claire que les minorités sexuelles et de genre sont plus à risque de vivre de la violence sexuelle en milieu sportif. Sur le plan du sexe biologique, les résultats sont non concluants parce que ça dépend des études. Certaines études ne démontrent aucune différence de risque entre les athlètes masculins et les athlètes féminines. Donc, sont autant à risque un que l'autre. Dans d'autres études, les femmes sont plus à risque. Et dans une autre étude que j'ai répertoriée aussi, les athlètes masculins étaient plus à risque. Donc, ce n'est pas encore concluant sur ce plan-là. Une chose est sûre, il y a quand même des évidences qui sont différentes à l'extérieur du sport où il est pas mal clair dans la majorité des études que les femmes sont plus victimes de violences sexuelles. Bref, il va falloir être capable d'aller plus loin là-dedans pour comprendre ce qui se passe en sport. Ensuite, quant à l'âge, au niveau de performance, aux personnes qui ont une situation de handicap, au type de sport pratiqué, ça aussi, ce n'est pas concluant. Notamment au niveau du type de sport, on n'a vraiment pas presque aucune évidence là, qui table sur le fait que c'est plus présent dans un sport qu'un autre. Donc ça, jusqu'à maintenant, là, on n'a vraiment pas d'évidence à savoir que c'est plus présent dans un sport. Les niveaux peuvent varier en termes de c'est plus dans le sport d'élite ou plus dans le sport régional ou local, mais encore là, ce n'est pas concluant. Puis la majorité des études ont été faites sur des échantillons d'athlètes élites. Et on ne sait pas, dans ces études-là, quand est survenue la violence sexuelle. Oui, ce sont des athlètes élites qui répondent en majorité, mais peut-être que c'est survenu dans les niveaux plus faibles, en guillemets. Là. Donc, on n'est pas certain de tout ça jusqu'à maintenant. Un autre des facteurs de risque qui est important, c'est toute la question des contextes où il existe des différences de pouvoir. Et bon, on parle entre autres évidemment des relations entraîneur-athlète. C'est à maintes reprises présent dans les facteurs de risque relatés. Et toutes les situations relatives notamment aux initiations sportives où de la violence sexuelle et même d'autres formes de violence là, existent et sont répertoriées. Donc, suite à l'ensemble des choses que je viens de vous présenter, bien, c'est encore cette question-là qui revient. Est-ce que le rôle de la participation sportive face à la violence sexuelle en contexte universitaire, est-ce que le sport a un effet protecteur ou c'est plutôt un facteur de risque? Donc, les études actuelles ont évidemment plusieurs limites qui nous ont amenés à designer l'étude de la façon dont je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Donc, évidemment, peu d'études sur le vécu de violence sexuelle chez les athlètes universitaires. Donc, ça, de un, c'est un portrait qu'on n'avait pas vraiment. De deux, l'utilisation de la prévalence à vie pour la violence sexuelle et du statut actuel d'athlète pose problème.
parce qu'il y a comme une confusion entre la cause et l'effet. Donc, si, mettons, vous avez subi de l'abus sexuel en enfance, bien, ça peut survenir avant même que vous ayez commencé à faire du sport. Donc, ces choses-là sont peut-être même pas reliées et même le sport ne peut pas nécessairement avoir un effet de protection si les abus sexuels en enfance sont survenus avant le fait de faire du sport. Donc, on n'est comme pas dans la chronologie ou la séquence des événements. On ne peut pas assurer que c'est une forme de protection non plus. Il est important donc de documenter la violence sexuelle lors de l'implication sportive. C'est ce que nous, on a essayé de faire. Ensuite, une des limites importantes, c'est qu'il y a un manque de contrôle sur les autres facteurs qui peuvent venir jouer dans le risque de violence sexuelle en milieu universitaire pour les athlètes. Donc, c'est ce qu'on a appelé les variables confondantes. Donc, on sait dans la littérature scientifique sur la violence sexuelle en milieu universitaire que les facteurs de risque qui sont nommés ici, minorité sexuelle et de genre, statut d'étudiant international et abus sexuels à l'enfance, sont des facteurs de risque de violence sexuelle en milieu universitaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu aller contrôler pour ces autres facteurs-là également. Et dans un dernier temps, une des dernières limites, c'est la faible utilisation de groupes contrôle. Donc, dans la majeure partie des études qui se font en sport sur la violence et la violence sexuelle, il y a très peu, dans une très faible minorité des groupes contrôle où on est capable de voir la différence entre les athlètes et les non-athlètes et pour pouvoir mieux comprendre l'effet ou l'impact, en guillemets, du sport. Alors, le but de l'étude, il y avait deux buts. Il y avait un but principal et un but secondaire. Donc, le but principal était de déterminer si la participation dans les équipes sportives universitaires représente un facteur de risque ou de protection face au fait de vivre de la violence sexuelle en milieu universitaire. Donc, on a voulu tester ces hypothèses-là par le contrôle des facteurs de risque connus en milieu universitaire, tels que je l'ai présenté tout à l'heure. Et de voir que si ce risque-là existe, est-ce qu'il est plus expliqué par ces facteurs-là que le fait d'appartenir, par exemple, à une équipe sportive. Et dans un deuxième temps, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de connaissances directement sur la victimisation dans ce contexte, pour nos athlètes, on a voulu aussi déterminer c'est quoi le contexte de violence sexuelle vécue et est-ce qu'il diffère entre les athlètes et les non-athlètes. En termes de méthodologie, qu'est-ce qu'on a utilisé? Bien, évidemment, on a pris les résultats de l'étude SIMU, que tout le monde connaît ici, qui a été dirigée par Manon Bergeron, évidemment, en 2016, à laquelle j'ai pris part également là, comme co-chercheur. C'est une vaste étude qui a été menée auprès de 6 universités francophones au Québec. Et le total, là, ici, c'est un total d'étudiants qu'on a pris, là, donc sur un N de 6 485, on avait 267 étudiants athlètes, donc qui se représentaient comme étant des étudiants athlètes. Ça, c'était notre échantillon. En termes de mesures, évidemment, il a fallu mesurer le statut d'athlète universitaire. Donc, ça, on posait la question à savoir si les gens faisaient partie d'une équipe universitaire de sport. Donc, on ne parle pas nécessairement, en fait, on ne parle pas du tout des autres athlètes qui ne font pas partie de ces équipes-là, mais qui peuvent évoluer comme des athlètes en cyclisme, en d'autres types de sports à l'extérieur du milieu universitaire, mais qui restent que ce sont quand même des athlètes des gens avec un bagage d'athlète, mais qui étudient à l'université. Donc, nous, on voulait vraiment aller chercher ceux des équipes universitaires, c'est-à-dire les membres des équipes Rouge et Or, Vert et Or de Sherbrooke, etc., etc. Donc, ça, c'est important de comprendre qu'on n'a pas l'ensemble des gens qui se définissent comme étant un athlète dans cet échantillon. Ensuite, pour documenter nos facteurs de risque, bien évidemment, on est allé chercher les variables confondantes. Donc, on avait l'âge, l'identité de genre, l'identité sexuelle, le niveau d'études, le statut d'étudiant international, le statut de handicap, le statut de minorité visible, le statut autochtone et l'abus sexuel à l'enfance. Donc, ça constituait nos mesures pour les variables confondantes. Ensuite, pour documenter les caractéristiques, on est allé voir le contexte et les auteurs qui ont été rapportés par ceux qui ont dit avoir vécu de la violence sexuelle en milieu universitaire. Et bien sûr, pour mesurer la violence sexuelle, notre principale variable, on a utilisé en fait une traduction du Sexual Experience Questionnaire, le SEQ de Fitzgerald. Et SIMU s'est basé sur la définition de la violence sexuelle suivante, qui est issue des Center for Disease Control aux États-Unis. Et ce que ça dit, c'est que la violence sexuelle
est défini comme un acte sexuel qui est commis ou tenté par une autre personne sans le consentement libre de la personne ou contre une personne qui n'est pas en mesure de consentir ou de refuser pour ces actes-là. Donc, c'est sur cette définition-là qu'a été basée l'étude SIMU. Et dans le questionnaire, il y avait 3 dimensions particulières. Le harcèlement sexuel, les attentions sexuelles non désirées et la coercition sexuelle. On a aussi fait un score total, donc pour l'ensemble de la violence sexuelle de façon globale. En termes d'analyse de données, on a d'abord évidemment fait des analyses descriptives et ça nous a permis de déterminer s'il existait une différence entre les athlètes et les non-athlètes sur tous les paramètres mesurés. Donc, on a fait des analyses de Kick-Henry pour voir si les athlètes se distinguaient sur l'ensemble de ces paramètres. Par la suite, on est allé faire des régressions logistiques pour chaque mesure dichotomique de violence. Donc, une régression pour harcèlement, une régression pour unwanted sexual attention, une pour la coercition et une score total de violence sexuelle. Et là-dedans, on a entré le statut d'athlète comme prédicteur et aussi, bien sûr, nos autres variables sociodémographiques qu'on entend ou qu'on a appelées nos variables confondantes. Alors, quels sont nos résultats? D'abord, nos variables descriptives. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est ce sur quoi les athlètes étaient différents des non-athlètes. Les athlètes sont plus jeunes de façon significative, sont davantage au premier cycle. Et ça s'explique bien parce que, comme peut-être certains d'entre vous le savent, les athlètes universitaires ont, si je suis correcte dans mon interprétation, 5 ans d'éligibilité pour évoluer en sport universitaire. Donc, la majorité, certainement, vont commencer dès leur entrée au baccalauréat. Et plus rares sont ceux qui vont aller peut-être jusqu'à 5 ans d'éligibilité en étant à la maîtrise, par exemple, au doctorat. Donc, c'est un peu normal qu'on ait peut-être une population étudiante athlète qui est davantage au premier cycle que les autres étudiants. On a aussi plus d'étudiants, la différence est significative là, pour le statut autochtone et pour le statut d'étudiant international. Et ça pourrait s'expliquer par le fait que les études, pas les études, mais les équipes universitaires attirent énormément d'athlètes à l'extérieur du pays. Donc, il y a plusieurs quand même étudiants athlètes qui ne proviennent pas du Canada de façon dans leurs origines. Là, ils ne restaient pas au Canada l'année précédente leur entrée au baccalauréat, par exemple. Donc, il y a du recrutement aussi qui se fait outre-mer pour les équipes sportives. Donc, il y a quand même plusieurs étudiants internationaux là, qui font partie des équipes sportives. Donc, ça s'explique quand même bien. Pour tout le reste, au niveau socio-démo, les athlètes et les non-athlètes ne se distinguent pas sur les autres aspects. Quand on regarde la violence sexuelle, et vous avez 2 mesures là. Vous avez Sexual Violence Victimization at University, qui est dans l'ensemble de leur vécu universitaire. Il n'y a pas de différence entre les athlètes et les non-athlètes. C'est quand on va sur la mesure de l'incidence, dans le sens où, sur les 12 derniers mois, ce qui rapporte comme violence sexuelle à l'université, c'est là qu'on a observé des différences. Donc, si vous regardez, on a les athlètes, en fait, rapportent davantage, puis significativement davantage de harcèlement sexuel, de coercition sexuelle et sur le score total, en rapporte également davantage de façon générale. Donc, c'est pourquoi nous, d'emblée, on se disait, ben oui, à quelque part, ils sont plus à risque d'en vivre. Et là, c'est là qu'on est allé faire justement nos régressions pour voir si le statut d'athlète prédisait vraiment en lui seul la violence sexuelle en milieu universitaire sur les 12 derniers mois ou si les autres facteurs sont venus comme jouer un rôle. Donc, ça a donné suite justement à l'autre séquence d'analyse qu'on a fait. Donc, pour répondre à notre question, les étudiants athlètes sont-ils plus à risque? Ici, je vous présente seulement un des 4 modèles, le modèle qui est les 3 dimensions combinées, harcèlement, coercition et unwanted, ensemble parce que les autres modèles disent similairement la même chose. Si vous voulez aller voir, vous pourrez aller voir peut-être plus en détail dans l'article. Mais de façon globale, si on tient compte de toutes les variables confondantes dans les taux d'incidence des 4 mesures de violence sexuelle, les résultats ont révélé que le fait d'être un athlète universitaire
n'avaient pas d'incidence significative sur le risque d'être exposés à la violence sexuelle à l'université. Tout bien considéré, ce qu'on voit, c'est que les autres facteurs de risque connus étaient des prédicteurs beaucoup plus significatifs du risque de victimisation au cours des 12 derniers mois que le statut d'athlète. Dans l'ensemble, c'était l'âge et l'abus sexuel en enfance qui étaient des facteurs de risque significatifs dans les 4 modèles. Donc, ça répond un peu rapidement à notre question, puis j'y reviendrai tantôt dans la période de la discussion, mais la réponse, c'est ni oui ni non. C'est le sport en tant que tel ou le statut d'athlète les rend pas nécessairement plus à risque ou ne les protège pas non plus, d'après ce qu'on comprend. On s'est aussi, évidemment, comme je le disais tantôt, attardé à comprendre le contexte dans lequel surviennent les violences sexuelles et s'il y a des différences pour les athlètes et les non-athlètes. Bien sûr, pour le tableau qui est ici, on a consulté, mais on n'a que retenu les personnes qui ont rapporté avoir vécu de la violence sexuelle en milieu universitaire. Sur la partie des auteurs, donc qui posent le geste, la plupart des étudiants, y compris les étudiants universitaires, ont déclaré que l'auteur de l'agression, en fait, était un autre étudiant. Mais il n'y a pas moyen de savoir non plus si cet autre étudiant-là était aussi un athlète ou pas. Donc là, ici, on reste encore un peu flou dans cette catégorie-là. Il faudrait avoir plus d'études pour pousser cette question. Ensuite aussi, on voit que la proportion déclarée d'autres auteurs était similaire, sauf pour les entraîneurs, où bien sûr, les athlètes universitaires étaient 7 fois plus susceptibles d'avoir déclaré un entraîneur que les non-sportifs. Mais ça, c'est assez évident aussi. Là, ils sont plus exposés à cette personne-là que les autres. Ensuite, face au contexte, on voit qu'environ la moitié des étudiants, y compris encore une fois les étudiants universitaires, ont signalé des violences sexuelles lors de fêtes ou d'activités sociales, à l'exclusion des initiations ou dans un contexte d'enseignement. Donc, dans cette catégorie-là, encore une fois, c'est nébuleux parce qu'il pourra avoir des activités de party, des activités sociales, mais qui sont en lien avec l'équipe sportive. Et ça, on ne sait pas. Puis peut-être que les gens n'ont pas coché contexte du sport en pensant à un party post-compétition, par exemple. Donc là, il y a comme des choses qui seraient intéressantes d'aller creuser davantage, mais pour lesquelles on n'avait pas d'informations. Ce qu'on voit aussi, c'est que les athlètes universitaires étaient 3 fois plus susceptibles de déclarer des violences sexuelles dans le contexte sportif et 10 fois plus susceptibles lors d'une initiation sportive, ce qui est aussi évident quelque part parce qu'ils sont évidemment plus exposés à ces types de contextes. En termes de discussion, il y a beaucoup à dire. Je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas prendre tout le temps, là, mais en gros, quand on contrôle pour les variables confondantes, ce qu'on voit, c'est que le statut d'athlète, ça n'augmente pas et ça ne diminue pas le risque d'exposition à la violence sexuelle en milieu universitaire. La violence sexuelle, elle semble beaucoup plus expliquée par d'autres variables, aussi identifiées comme facteurs de risque dans d'autres études. Un peu ça que je disais tout à l'heure. Et un autre point important, c'est que nos modèles expliquent environ 10 de la variance. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui sont à prendre en compte et qui prédisent cette violence sexuelle-là en milieu universitaire, mais on ne les a pas documentés. Et ça, je vais y revenir aussi parce qu'en sport, on a le même problème. Donc, il y a d'autres facteurs qui vont venir expliquer qu'on n'a pas mis dans nos modèles. Donc, nos résultats ne supportent pas le Sport Protection Hypothesis, puis ne supportent pas non plus l'hypothèse à l'effet que l'environnement sportif pourrait être plus risqué pour les athlètes. Si on prend le Sport Protection Hypothesis et qu'on le décortique un petit peu, bien, un des postulats, c'est que les victimes d'abus sexuels en enfance vont être moins susceptibles de joindre une équipe sportive. Bien, ça n'a pas été confirmé parce que quand on regarde les athlètes versus les non-athlètes sur l'abus sexuel rapporté en enfance, il n'y a pas de différence. Donc, les athlètes en rapportent autant que les non-athlètes. Donc, ce n'est pas nécessairement le fait qu'ils en aient vécu quand ils étaient jeunes qui fait en sorte qu'ils n'iront pas dans le sport plus tard. Donc, ça, ce n'est pas confirmé. Et l'autre hypothèse qui était le sport protège contre la victimisation, mais on n'a pas pu non plus le confirmer. Dans l'autre hypothèse qu'on avait essayé de voir si on pouvait le tester, ça ne supporte pas non plus que l'environnement est plus risqué. Donc, ce qu'on avait émis comme hypothèse, c'est qu'étant donné que les athlètes masculins d'équipe universitaire
étaient plus susceptibles d'être des agresseurs, ben peut-être que le fait d'être des athlètes qui les côtoient les rend plus à risque d'être victimes. Bien, ça non plus, ça n'a pas été confirmé par nos analyses. Ensuite, expliquer le risque par d'autres facteurs, bien là, c'est ce qu'on voit, c'est davantage d'autres facteurs qui viennent l'expliquer que le statut d'athlète. Donc, nos stats descriptifs nous montrent très bien que les athlètes rapportent plus de violences sexuelles, mais quand on contrôle pour les autres, ben ça n'existe plus là. Ce risque-là n'est plus là ou ce rapport-là n'est plus là. Donc, peut-être que les athlètes, dans nos statistiques descriptives, c'est peut-être parce qu'ils en rapportent plus à cause de leurs autres caractéristiques. Donc, est-ce que parce que les athlètes sont plus de premier cycle, sont plus des étudiants internationaux, bien que c'est ça qui les rend ou qui les vulnérabiliserait peut-être justement à la violence sexuelle en milieu universitaire. Et là, il faudrait faire des analyses qu'on appelle d'interaction ou intersectionnelles. C'est pas encore mon champ, là, mais pour voir si ça serait justement ces interactions-là qui pourraient avoir cet effet. Et comme je le disais tantôt, quand je ressors du milieu universitaire et je regarde les études sur la violence en contexte sportif, la violence sexuelle notamment, bien, ça fait écho à ce que nous, on trouve aussi parce que on voit que quand on fait des modèles justement prédictifs comme ça, la violence sexuelle, elle est peu expliquée par les variables en lien avec le sport. Donc, tout ce qui est culture sportive, type de sport, excusez-moi, niveau sportif, pour la violence sexuelle, ça l'explique très peu. Donc, nous, dans nos dernières études, vous voyez Vertommen, Demers, ça, c'est 2 études auxquelles j'ai participé. La violence sexuelle était prédite à 1% dans nos modèles où on avait des variables de sport et à 1,4% pour les pairs et 5,9% dans la violence sexuelle des entraîneurs. C'est donc dire qu'il y a d'autres facteurs, puis beaucoup plus que pour les autres formes de violence en contexte sportif, qui sont beaucoup plus expliquées par des variables liées au sport, comme par exemple la violence psychologique en contexte sportif est beaucoup plus expliquée. Là, on parle d'environ 12% dans nos modèles d'explication qui est lié justement au contexte du sport, aux normes associées au sport. Et ce n'est pas le cas ici pour la violence sexuelle. Et ça, c'est assez confirmé, dans le sens où on l'a confirmé avec quand même plusieurs études récemment. Donc, ça, c'est matière à réflexion importante. Maintenant, quand on regarde les contextes et les profils des auteurs de violences sexuelles chez les étudiants athlètes, ben, comme je le disais tantôt, c'est assez évident que les entraîneurs, le contexte du sport et les initiations, ça touche davantage les étudiants athlètes, fait que c'est pas surprenant que ça ressorte. Ils sont plus exposés. Quand on regarde les profils des agresseurs, donc 90% des athlètes et des non-athlètes qui rapportent des étudiants. Mais on ne sait pas si ces étudiants-là, comme je le disais, ce sont des athlètes ou pas. Donc, c'est difficile un peu de bien comprendre le contexte à 100% dans ce cas-ci. Dans les précédentes études, comme je le mentionnais dans l'introduction, ben, la violence sexuelle était davantage commise par les parathlètes. Fait qu'il y aurait lieu d'aller voir dans des études en milieu universitaire pour répondre à ces questions-là. Donc, spécifiquement dans le contexte du sport, là, pour voir en détail plus, pour avoir plus d'informations. Puis également les éléments entourant les activités sociales et les parties. Comme je le disais tantôt, on n'a pas d'informations à savoir si c'est des parties dans le cadre, pas dans le cadre du sport parce que ça ne se peut pas vraiment, là, mais qui sont liées aux équipes, qui sont liées aux activités sociales de l'équipe. Un autre point intéressant, c'est quand on regarde encore les profils des auteurs, chez les étudiants athlètes particulièrement, oui, dans la majorité des cas, là, 90% rapportent un homme ou des hommes, mais 30% des athlètes rapportent quand même que l'auteur est une femme. Et ça, dans certaines recherches en sport, on a rapporté déjà par le passé qu'il y a des femmes qui sont auteurs de violences sexuelles envers d'autres athlètes et que ça, c'est un point là, qui est une avenue à investiguer davantage. Et même dans nos stats à nous de violences sexuelles en contexte sportif, des résultats récents, ils montrent que les hommes et les femmes sont également à risque de vivre de la violence sexuelle en sport, ce qui n'est pas le cas à l'extérieur. Donc, pourquoi ça arrive dans le contexte sportif? Et donc là, c'est d'aller voir cette question-là aussi. Ça serait très intéressant de pousser la réflexion.
Donc, en sport, c'est ça, c'est la violence sexuelle d'un homme envers un autre et d'une femme envers un homme peut aussi être peut-être plus fréquent qu'on pense. Et j'ai une illustration en tête dans le sens où dans un article, j'avais vu que certains athlètes masculins avaient vécu eux-mêmes dans le cadre des initiations, par exemple, des épisodes de violence sexuelle et que ça, c'était comme des rituels qui étaient repris par la suite et qui devenaient aussi agresseurs par le fait même. Donc, en guillemets, ça s'apprend quelque part, là. Donc, ces situations-là entre garçons dans le contexte sportif, ça existe. Donc, c'est à investiguer davantage comme point. En termes de limites et de recherche future, évidemment, c'est un échantillon de contenance, même s'il était large et bien diversifié. Ça reste qu'on aime toujours ça, avoir peut-être des échantillons représentatifs là, dans l'avenir, mais ça reste quand même une limite. C'est pas représentatif à l'ensemble de la population universitaire québécoise. On n'a pas non plus d'infos sur le type de sport, ce qui aurait peut-être pu être important, mais en même temps, c'est un bémol que j'avais avancé tantôt. Mais en milieu universitaire, nous, on l'a documenté de façon globale dans le sport, mais en milieu universitaire, peut-être qu'il y a des différences au niveau des sports ou en termes d'équipe. Donc, ce serait à voir. Et comme je le disais, les autres étudiants athlètes ne sont pas inclus dans l'étude. Donc, on a seulement ceux qui font partie d'équipes universitaires. Donc, les autres personnes qui évoluent dans le sport, qui sont athlètes et qui étudient à l'université, pas dans le système universitaire de sport, mais quand même, ce sont des athlètes. Donc, est-ce qu'eux sont plus susceptibles de vivre de la violence en milieu universitaire ou pas? Est-ce que le sport leur confère une certaine forme de protection? C'est comme ça, on n'a pas pu le tester. On disait aussi dans les recherches futures, ça serait intéressant de voir s'il existe un lien justement avec l'interaction entre différentes identités chez les athlètes. Ça serait vraiment je dirais que ça serait une étude là, complètement intéressante qui serait la poursuite de la présente étude. Et finalement, ce que je trouve qui serait très important, c'est qu'on soit capable d'avoir des études longitudinales pour tester notre fameux Sport Protection Hypothesis comme il faut, pour tester, voir si le sport est vraiment plus à risque dans l'autre sens. Mais ça nous prendrait des études longitudinales où là, on voit, où on comprend l'impact du sport sur la victimisation, je dirais même sur la revictimisation. Donc ça serait très, très, très utile si on pouvait avoir ces informations-là. Alors, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez des questions. Je vais les prendre avec